J'ai commencé à découvrir la mer tout petit. Je suis originaire de Perros-Guirec. Mon grand-père était l'un des derniers pêcheurs à la voile à Perros-Guirec. J'ai découvert la vie sur la grève et au port en apprenant à godiller et puis à la pêche avec mon grand-père. Les circonstances de la vie, je me suis retrouvé orphelin assez rapidement et je suis parti vivre au Havre mon adolescence, et là j'ai découvert la voile sportive et j'ai travaillé, quand j'étais souvent fourré au yacht club, à la Société des Régates du Havre, et en échange de pouvoir avoir un bateau, j'ai changé des temps pour aider à poser les parcours de régate et tout ça. Bon an, mal an, j'ai commencé à faire du dériveur de compétition. Je suis arrivé très vite en équipe de France. Et pour enchaîner vite, j'ai fait beaucoup de yacht hockey, dériveur en solitaire et du fil. Et après, j'avais pas trop les moyens de me payer des saisons, même en tant que titulaire de l'équipe de France. Donc, je suis parti équipier en soling, et j'ai fait une préparation olympique pour les Jeux de Montréal. Et en même temps, je préparais mon professorat de gym. Et pendant ma préparation olympique, j'ai enseigné 1 an à Saint-Mexan-l'École, j'étais prof de gym, tout en faisant la préparation olympique pour les Jeux de Montréal. J'ai enseigné 1 an, je me suis trompé de métier, j'ai arrêté. Comme j'étais hypétien, j'ai été obligé de rembourser mes études, donc je suis parti assez rapidement sur les plateformes de forage et à la pêche. Et là, j'alternais le travail en mer, soit à la pêche, soit au pétrole en mer du Nord. Et j'alternais les courses de bateau. Je suis devenu professionnel en course au large à plein temps. Et je suis parti, j'ai connu d'abord j'ai fait mes premières armes en France, en équipe de France, sur un bateau qui s'appelait Révolution, un bateau très révolutionnaire de l'époque. On a tout gagné, en Angleterre, partout, on a gagné toutes les courses. Après, je suis parti faire toutes les séries, à l'époque c'était les half-tonner, one-tonner et tout ça, je suis devenu professionnel. Et je travaillais pour une grande voilerie américaine, la voilerie North, et les Mass Parcraft, et on avait une équipe de course qui courait partout dans le monde. Donc j'y suis l'Italie, le Japon, beaucoup aux États-Unis. Mais toujours en alternance, en travaillant à la mer, en travaillant professionnellement. J'avais réussi à passer mon capacitaire, et ça me permettait de travailler aussi dans les moments creux, soit sur des remorqueurs, soit en Afrique, à ramasser le bois à forte densité. Et ça a duré pratiquement 17 ans, 18 ans. Et entre deux, j'ai fait des grandes courses, ce qu'on appelait la Whitbread. J'ai fait une première grande course pour essayer, qui s'appelait la Parmeliares. Une course qui partait de Portsmouth à Capton Perth. Là, je suis resté en Australie et puis j'ai fait toutes les courses classiques en Australie, Sydney Hobart, et après on est remonté avec ce bateau-là, s'appelait Gauloise 3. Après on est remonté à Jakarta, à Zanzibar Nouméa. Et après on a fait une course qui était complètement stupide, qui s'appelait Jakarta-Rotterdam. On a fait 66 jours de prêt pour arriver dans le port de Rotterdam, c'était pas trop rigolo. Oui, j'étais un peu échaudé par ce genre de grande course. Donc je me suis remis à faire toutes les courses classiques dans le monde. Mais surtout, alors je me suis remis là sur des bateaux, les maxi monocoques. On était 30 à bord. Et en faisant en même temps la Coupe América dans un premier temps, je l'ai fait pour la France sur France 3, et après je suis passé comme partenaire sur Star and Stripe de Dennis Conner. Donc je suis parti faire toute une série d'entraînements.
Et tout en France, il commençait à y avoir tout le grand développement des premiers grands multicoques de course. Et comme j'étais bien copain avec Philippe Poupon, voilà, je me suis retrouvé sur tous les Fleury-Michon. Et on a fait pratiquement toutes les courses de Fleury-Michon. La première on avait fait, c'était La Rochelle, la Nouvelle-Orléans, je crois. Ça doit être ça. Puis après on a enchaîné les records de traversée de l'Atlantique, tout le circuit. Et puis du coup, je me suis retrouvé sur Biotherme avec Laurence Artaud. Après je repassais avec Eugène Guidel, et après j'étais un peu partout. Et donc là, il y a eu cette période-là, j'ai alterné multicoque, monocoque. Et il y a eu le Tour du Monde 81, je suis parti sur Penduic 6 avec Eric Tabardier. J'ai fait le Tour du Monde 81, et le bateau Penduic 6 s'appelait Intermarché. Et j'ai enchaîné toutes les courses, après, entre multicoque, monocoque, un peu de tout. Puis à un moment donné, j'ai eu un accident. Ça m'a calmé un petit peu. Et là, je suis revenu à la pêche. Sur les tétans, j'en arrive autour de 45-50 ans. Bon, c'est à mollir un peu. Puis je suis reparti à la pêche. Sur les 24 mètres, j'ai repassé des brevets pour lieutenant de pêche. Et puis, à bout d'un an, j'étais dans une structure coopérative. Et on m'a demandé de devenir capitaine d'armement. Donc j'ai débarqué, j'ai fait capitaine d'armement 2 ans. Là, ça a commencé à m'emmerder sérieusement. Parce que le monde de la pêche, ça commençait à vaciller déjà. Et les problèmes étaient trop lourds pour moi. Et là, je suis reparti en Afrique pour une compagnie hollandaise où j'étais patron de remorqueur. J'étais patron d'un petit remorqueur qui remontait dans les fleuves et récupérait le bois à forte densité, tous les bois qui coulent. Et je faisais les fleuves du Gabon et je sortais des rivières pour aller au Congo, à Pointe-Noire. Puis là, c'est pareil, ça a duré 2 ans, ça a commencé à me lasser. Et les Hollandais m'ont proposé de commander un petit cargo, mais j'avais pas les brevets. Là, je suis devenu ce qu'on appelle capitaine banane. J'ai acheté une licence panaméenne de commandement. J'ai commandé pendant 3 ans d'abord un remorqueur et puis après un petit cargo de 55 mètres qui faisait du trampling sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et puis bon, comme toute bonne chose a une fin, ça s'est terminé un peu en autre boudin mon histoire. Je suis rentré en France. Et là, je suis allé travailler dans une très grosse boîte je suis comme chef d'équipe qui s'occupait de grosses charges en mer à porter sur des plateformes, des points d'accrochage et tout. Ça a duré quelques temps aussi. Et là, les structures coopératives de la pêche m'ont réappelé. Et là, ce coup-ci pour devenir directeur. Voilà, soit aujourd'hui Coca-Cola, je suis allé directeur. Ça a duré 4 ans. Puis là, c'est pareil, là j'étais tombé dans mes limites de compétences. C'est-à-dire tout ce qui était maritime, ça pouvait aller, mais tout ce qui était contact avec le crédit maritime, les banques, les machins, ça devenait trop dur pour moi. Et mes limites intellectuelles étaient au maximum, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc j'ai arrêté. Puis bon an, mal an, je me suis retrouvé à naviguer. Donc un coup, je me retrouve sur des grands bateaux, des grands voiliers, comme le bateau actuellement, la Boudeuse. Et puis je navigue encore sur des navires à passagers. Donc j'arrive à avoir un cheminement maritime qui est un peu rigolo. Ce qu'il y a, je m'embête jamais. Si je m'embête, j'arrête. Et je change. Et en général, c'est des cycles de 4 ans, 5 ans. Voilà à peu près le cheminement d'un drôle de marin. Où j'ai vraiment étudié, c'est le monde de la pêche. Surtout le monde artisanal, le petit métier et les bateaux de 24 mètres, la pêche fraîche. C'est un truc que je me suis investi énormément.
que ce soit régional et au niveau européen. Et c'est malheureusement le serpent qui se mord la queue. Dès qu'on trouve une solution, elle est foutue. Et on n'arrive pas à avoir une dynamique intelligente. Donc là, on rentre dans le domaine politique. Alors là, je suis pas... On rentre dans le domaine politique parce qu'actuellement, à ce niveau de la pêche, bon, il y a les pêcheurs, le métier de pêcheur, on sait ce que c'est dur, on connaît les techniques de pêche, on connaît tout ça. Mais la pêche actuellement au niveau européen, c'est une histoire de lobbying. Et le lobbying d'un côté des écologistes, le lobbying des industriels, le lobbying de la pêche. Et c'est insupportable si on n'arrive à rien du tout. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça qui me fait le plus peur dans l'avenir, au niveau de ce secteur-là. Si on parle marine, marchande en France, il n'y a plus de pavillon français. Donc ça veut dire que même les jeunes qui rentrent dans la profession avec les diplômes qu'il faut, il ne faut pas qu'ils aient peur de partir à l'étranger sur un autre pavillon que le pavillon français. Autrement, ils ne navigueront pas. C'est un constat qui est dur à dire, mais il est comme ça. Et la plaisance, elle vaut ce qu'elle vaut. La plaisance, elle suit le cours du pétrole. Ça reste quand même un loisir. Donc on a 3 pôles d'activité en général qui ne marchent pas trop mal, avec des hauts et des bas. Et le seul qui arrive à tenir un peu tête, c'est tout ce qui est autour du pétrole. Plateforme de forage, assistance. Il y a 2 grosses boîtes en France qui tournent bien. Et c'est encore un vivier pour les jeunes pour apprendre leur métier et vraiment avoir une progression technique. Passer d'un surfeur, un petit bateau ravitailleur, après passer second et monter sur des grands supplies. C'est encore une profession où on arrive à rentrer dans la profession vers une petite porte et pouvoir arriver à un commandement d'un gros bateau un jour ou l'autre. C'est encore possible. Déjà faire le tour du monde, dire après on a dit j'ai fait le tour de l'Orange, dans sa tête c'est déjà réconfortant. Alors si on l'a fait avec la vedette du coin, c'est encore mieux parce que tu te dis que tu vas apprendre plein de choses. Et en fait, ouais, j'étais content de faire le tour de l'Orange, j'étais content d'être avec le Barly parce que j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré plein de copains. Et le tout était hyper positif. Bon, ça peut être dur et prendre du plaisir. Des fois, il faut être un peu maso sur les bateaux de course. C'est comme tous les gens qui font du sport. La voile, on n'arrive pas à comprendre que c'est un sport. Un athlète en général, il vit avec son corps, il a mal avec son corps. Et si tu ne sais pas avoir mal avec ton corps, il ne faut pas faire de sport. Il faut jouer au baby-foot, faire du jeu électronique. Et quand on est marin de course, c'est on ne dort pas, on prend des jetons, on est dans l'humidité, plein de choses comme ça. Ouais, puis il y a des grands calmes plats où on s'emmerde sans soudeur. Mais bon, c'est un ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut savoir avoir un peu mal pour savoir courir sur l'autocourse. Nous encore, quand on faisait des grandes courses, on faisait un peu les andouilles, même beaucoup les andouilles aux escales. Maintenant c'est fini ça. S'ils font une fête sur une escale de 15 jours, c'est un grand maximum. D'abord ils sont rincés, puis 2, il faut qu'ils soient au top du top. Donc c'est la grande différence. Il y a plein de rêves. Maintenant j'aime bien. Et j'ai parcouru le monde à toute vitesse. Donc maintenant j'essaye de le faire lentement et d'une manière différente. Et si c'est par ma voie maritime, c'est tant mieux. Si j'arrive à être embauché et être payé pour le faire, c'est encore mieux. Mais autrement, je trouve des solutions pour aller me promener. Moi, je suis fasciné par les pôles, par le pôle Nord spécialement. Ce qu'on appelle la coiffe, c'est tous les peuples qui vivent autour du pôle Nord. Ça va des Samis, en passant par tous les peuples de l'ex-Union soviétique, le détroit de Bering est arrivé chez les Canadiens. C'est une civilisation qui me passionne. Donc j'essaye maintenant, en économisant, d'essayer de faire morceau par morceau tous ces points.
je vois plein de jeunes. D'abord, j'ai vachement de chance. C'est une chance quand on est un peu âgé de travailler avec des gens qui ont 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ça c'est déjà pour un mec de mon âge, c'est un grand plus. Et des fois, on devient le vieux con parce qu'on a pris des tics, des habitudes à la mer, qui on dit bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça se fait. Donc on transmet un petit peu la manière de naviguer. Mais en général, les gars avec qui on navigue, ils sont déjà motivés. C'est pas papa à un moment qui leur a dit il va faire le bateau. Il est là parce qu'il a décidé de faire ce métier-là. Il vit déjà dans ces convictions. Il n'y a pas pire qu'un gamin qui n'a pas de passion. Et si un gamin a une passion et c'est la mer, et puis qu'il nous tombe dans nos mains, tant mieux. Prends du plaisir et tu verras après. C'est à peu près ça.